Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Cécile Orquet, je suis ravie d'être à nouveau co-animatrice aujourd'hui avec Audrey Carlo. Dans cet épisode, nous répondrons à une question que vous nous posez régulièrement en France, mais aussi ailleurs. Qu'est-ce que la génération de thrombine ? En effet, elle peut faire peur au premier abord, mais je dois avouer que je suis aussi très curieuse d'en apprendre un peu plus sur ce sujet assez technique. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 2 fans sur le sujet. Oui, c'est vrai, Cécile, j'avoue, c'est un thème cher à mon cœur et à mon parcours chez Stago aussi. Et l'expert que nous avons invité aujourd'hui, qui partage, je crois, effectivement mon intérêt pour le sujet, est Xavier Thomas. Xavier, tu es manager marketing réactif et test spécialisé. Et voilà déjà plusieurs années que toi et ton équipe vous occupez de la génération de thrombine. C'est donc naturellement que tu es notre invité aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. Bonjour Cécile, bonjour Audrey. Merci d'abord d'avoir retenu ce sujet pour le podcast. Et je suis très content d'être au micro aujourd'hui. Je suis prêt bien sûr à répondre à toutes vos questions sur le sujet passionnant. Et bienvenue Xavier. Alors, je ne vais pas faire durer trop le suspense trop longtemps. Entrons droit dans le sujet. Qu'est-ce que la génération de thrombine ? Eh bien, la génération de thrombine, ou GT, est un test global de la coagulation dans lequel nous surveillons la formation de thrombine qui résulte de l'activation de la cascade de coagulation, ainsi que son inhibition par ses inhibiteurs naturels et ou des inhibiteurs exogènes selon la nature de l'échantillon. Et en fait, pour ce faire, on mesure l'activité de la thrombine à intervalles réguliers après avoir déclenché la réaction. Et juste pour préciser, on parle bien ici de la mesure in vitro de la capacité de l'échantillon à générer de la thrombine, ce qui est différent de la capacité mesurée in vivo. En général, on le mesure par la mesure de produit de l'activation du fibrinogène ou des complexes thrombine-antithrombine. C'est vraiment pas le sujet aujourd'hui, on est sur la mesure in vitro. Oui, dans ce test global in vitro, comme tu le dis, en considérant les aspects formation et inactivation de la thrombine, nous accédons au potentiel endogène de thrombine, ou en anglais endogenous thrombin potential, qui est donc l'ETP, l'abréviation, qui est le plus souvent utilisée pour mesurer la génération de thrombine. Et Xavier, tu parlais là des deux aspects de la formation-inactivation. Tu pourrais peut-être réexpliquer les 3 phases de la courbe de génération de thrombine qui est obtenue au cours du test ? Oui, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, effectivement, on a une courbe typique de génération de thrombine, qu'on appelle aussi le thrombrogramme ou le thrombinogramme, et qui peut être décrite en 3 parties. Premièrement, on va avoir la phase d'initiation, où finalement seules des quantités minimales de thrombine sont formées. Ensuite, on va avoir la phase de propagation, et c'est vraiment là où on va avoir une activation très forte de la prothrombine en thrombine, alors que l'inactivation de la thrombine va rester plutôt faible. Et enfin, on va avoir la phase de terminaison ou de neutralisation. C'est là où on va avoir une décroissance de la thrombine formée, parce qu'elle va être inhibée dans le temps jusqu'à revenir à une absence de thrombine. Et si je ne me trompe pas, on appelle cette visualisation des 3 phases une courbe en cloche. Exactement, c'est cette forme typique de courbe dont on vient de parler. Ce qui est également intéressant de garder à l'esprit, c'est que la première phase, donc la phase d'initiation, se termine lorsque nous atteignons le temps de latence, qui est aussi finalement le temps que met l'échantillon à coaguler. Sachant que cette coagulation, finalement, c'est la grandeur habituellement mesurée dans les principaux tests de routine en coagulation. On considère que seulement 5% du potentiel de thrombine de l'échantillon est réellement formé à ce moment où se déclenche la coagulation. Et j'avoue que je compare souvent la génération de thrombine à un film, avec les tests globaux habituels en hémostase, tels que le taux de prothrombine, TP ou le temps de céphaline activé, le TCA. On a accès à la bande-annonce du film. Mais parfois, cette bande-annonce est suffisante pour se faire une bonne idée de ce qu'il y a dans le film, mais il manque encore 95% de l'histoire. Et il y a bien des cas où ça vaut le coup d'œil d'aller prendre le temps de voir ce film en entier. Et Audrey, tu viens de dire il faut prendre le temps. C'est une très bonne remarque et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on entend à propos des tests de génération de thrombine. Leur mesure est longue, elle se fait par intervalle de temps. Xavier, peux-tu nous en dire un peu plus ? Eh bien, Cécile, bien sûr, ça va dépendre de l'échantillon lui-même, de son degré d'hypo ou d'hypercoagulabilité,
Car ce qui est intéressant avec ce test global, c'est qu'on peut explorer à la fois les troubles hémorragiques et les troubles thrombotiques. Là, je peux citer ce qui est souvent rapporté comme la loi d'Hemker, qui dit plus il y a de thrombine, moins il y a de saignement, mais plus il y a de thrombose. Et à l'inverse, moins il y a de thrombine, plus il y a de saignement, mais moins de thrombose. Et pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas encore le professeur Emker, c'est celui qui a probablement consacré l'essentiel de sa vie à démocratiser le test de génération de thrombine et à le rendre accessible à n'importe quel laboratoire. Il est en quelque sorte le père fondateur de la génération de thrombine moderne. Audrey Xavier, je suis un peu quand même perplexe quand je vous écoute, hein. En vous entendant maintenant, j'ai l'impression que tous les tests existent depuis des lustres. Je pensais qu'il était découvert au début de notre siècle, vers 2000-2002. Ouais, effectivement, Cécile, en fait, la première description d'un test de génération de thrombine a été faite par McFarlane et Biggs en 1953. Donc, effectivement, c'est pas très récent. Mais je suis pas sûr que tu aies vraiment envie que je fasse une revue historique de l'évolution des tests de génération de thrombine. Mais c'est surtout que, comme tu sais, on essaye de tenir 10 minutes, donc on manquerait un peu de temps. Ah, pas de souci, je plaisantais. Pour en revenir à ta question, Cécile, sur la durée classique d'une mesure de GT, je pense qu'on peut dire que c'est 30 minutes en moyenne. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre vraiment du type d'échantillon et de pathologie associée. Et puis cela va dépendre aussi de l'activateur utilisé pour initier la formation de la thrombine. La plupart des tests commerciaux sont réalisés avec une faible concentration en facteur tissulaire, car cela permet alors d'imiter au mieux la brèche vasculaire in vivo. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi pas mal d'études scientifiques faites en utilisant encore d'autres activateurs, type facteur 11 activé comme déclencheur, voire même des cellules activées par des lipopolysaccharides. Donc, si je vous suis correctement, l'activateur du test de génération de thrombine n'est pas unique ou fixe. Oui, effectivement. Dit comme cela, ça peut sembler bizarre, mais finalement, on peut se rappeler que pour déclencher un TCA, on peut utiliser soit de la silice, de l'acide élagique, du kaolin, des polyphénols. Donc, c'est pas spécifique à la génération de thrombine. Cependant, ta question, Cécile, permet de revenir sur un des écueils du test de génération de thrombine, à savoir sa standardisation. Chacun change un peu sa recette. Dans les variables identifiées, on a la nature de l'activateur dont on vient de parler, sa concentration ou son intensité, son origine, quand on parle de phospholipides ou de facteurs tissulaires, le niveau de dilution de l'échantillon, la nature du calibrant. C'est tellement variable qu'il est devenu difficile pour un laboratoire finalement de répéter les résultats obtenus par d'autres. La standardisation s'impose car sans elle, il ne reste finalement que du bruit et aussi une forme de méfiance parce qu'on ne peut pas toujours reproduire les résultats déjà publiés. Il y a d'ailleurs un sous-comité de l'ISTH qui travaille activement sur ces sujets de standardisation des TGT. Oui, ça avance bien, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais disons que nous sommes sur la bonne voie avec plusieurs recommandations qui commencent à apparaître. Et comme tu l'as bien expliqué, Xavier, cette phase de standardisation est également essentielle pour s'assurer que les applications cliniques sont confirmées pour le test, car oui, toutes ces années et tous ces articles publiés, il y a plus de 12 000 résultats si vous cherchez génération de thrombine dans PubMed. Malgré tout ça, la génération de thrombine aujourd'hui, ça reste un outil de recherche et de recherche clinique et donc pas vraiment ou peu utilisé pour la prise en charge des patients. Effectivement. Mais la tendance à l'utilisation dans les indications cliniques est bien là. Récemment, des données ont été publiées sur l'intérêt d'intégrer la mesure de GT dans diverses pathologies, dans l'évaluation du risque de récidive chez les femmes atteintes d'un cancer du sein, dans l'évaluation du profil de coagulation chez les patients sous anticoagulants oraux directs, chez les femmes prenant des contraceptifs oraux, ou encore des contextes de la maladie hépatique ou la gestion de traitement des patients hémophiles. En effet, il y a beaucoup d'articles qui paraissent et je pense qu'on pourrait même presque les diviser en plusieurs catégories. Il y a la partie standardisation avec le travail des sous-comités, donc, ou encore les valeurs de référence, l'accréditation du dosage par évaluation de sa précision, de son exactitude, etc. Et puis après, l'exploration des troubles thrombotiques, des troubles hémorragiques et de l'anticoagulation. Et en gardienne du temps, je vous interromps ici. Xavier, aurais-tu un dernier message que tu souhaiterais transmettre à nos auditeurs pour quelque chose qui pour toi, il faut vraiment qu'ils retiennent de notre échange aujourd'hui? Eh bien, d'abord, qu'il existe de multiples situations cliniques où la mesure de GT peut s'avérer intéressante, mais qu'on doit faire attention aux conditions de mesure si on veut obtenir des résultats appropriés. Et bien sûr, ce test global est une mesure parfois
un peu longue, mais c'est le seul moyen d'avoir un accès à toute l'information qu'on peut obtenir de l'échantillon. Et Cécile, honnêtement, avec le travail effectué ces 5 dernières années, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère pour la génération Trombine et je pense pas, Xavier, que tu vas me contredire. J'ai vraiment hâte de connaître la suite. Eh bien, Xavier Audrey, quand on disait que vous étiez passionné, on ne mentait pas. Il est maintenant temps de clore cet épisode, mais j'ai le sentiment que la génération de Trombine et son application pourraient revenir dans différents sujets à l'avenir et ont un grand avenir. Merci beaucoup. Merci Xavier pour tes réponses aujourd'hui et merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les sources littéraires, et elles sont nombreuses, sont listées dans la description du podcast et n'hésitez pas à nous contacter à ask@stago pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, diagnostic is in our blood.